Est-ce qu'on a excessivement surjoué la gravité? En tout cas, pour les chiffres qu'on a, sûrement, quand vous voyez honnêtement qu'en Chine, je sais pas, à la fin, combien ils ont eu 5000 morts, si vous voulez, sur la population chinoise dans l'année. Vous les croyez? Ah oui, enfin, je ne vous ai pas honte de poser ça comme question. Non, mais c'est une question qui s'est posée, y compris au sommet de l'État. On a entendu Emmanuel Macron qui s'est demandé, qui a dit qu'on ne savait pas forcément tout. Non, mais on ne sait pas tout. Moi, je ne crois pas qu'ils mentent plus que les Français. Hein. Je pense Parce que les Français, ils mentent? Tout le monde ment, mais plus ou moins. Tout le monde ment, enfin. Lundi prochain, vous avez convoqué la conférence des donateurs. Vous espérez récolter 7,5 milliards d'euros pour financer la recherche et les traitements. Pourquoi cette conférence est-elle indispensable maintenant? Tout le monde ment, enfin. La semaine dernière, l'OMS et le président français Emmanuel Macron nous ont lancé un appel à l'action très fort. Et voilà la réponse. Nous savons que nous ne pourrons vaincre le virus que si nous trouvons un vaccin. Et pour cela, il nous faut de la coordination. Écoutez, on arrive à la fin de partie. On a un médicament qui marche. D'ailleurs, ce qui est vrai, d'ailleurs, si vous regardez, regardez, vous voyez, au moment où je dis ça, c'est là. Ouais, regarde la Chine, c'est fini, c'est la fin de partie. D'accord. Ça, c'est la Chine, hein? Oui, ça sifflait la fin de partie. D'accord. Ça, c'est la Chine, hein? Oui, ça sifflait la fin de partie. À l'échelle mondiale, non seulement pour la recherche en matière de vaccins, mais aussi ensuite pour la fabrication. Il va falloir augmenter les capacités de production. Il va falloir énormément de doses. Il va falloir énormément de doses. Il va falloir que nous veillions à ce que le vaccin soit disponible absolument partout dans le monde à un prix tout à fait raisonnable. Pour cela, il faut une coopération mondiale. Si les vaccins existaient, vous vaccineriez justement vos proches? Non, mais encore une fois, je peux pas. Je vais vous essayer de me tirer vers du nez, mais globalement, je sais. Chacun son métier. Si, oui. Chacun son métier. Si, oui. Si le coronavirus disparaît maintenant, comme beaucoup de maladies saisonnières, s'il disparaît maintenant, s'il revient l'année prochaine, on verra bien s'il revient l'année prochaine. Si vous voulez, déjà, la question se reposera seulement s'il revient l'année prochaine. Et donc, moi, je ne suis pas spéculatif, je ne sais même pas. Alors, regardez, le SARS, ça s'est arrêté en juillet 2003, puis il n'y en a plus jamais eu. Donc, et pourtant, les gens préparaient des vaccins. Là, elle pourrait disparaître dans quelques semaines, la maladie. C'est possible. Et cette conférence vise précisément à combler le manque de notre financement. Nous avons 7,5 milliards d'euros à trouver. Nous faisons ça aussi avec la Fondation Gates. Faisons ça aussi avec la Fondation Gates. President Trump's decision to withhold WHO funding has upset one of the organization's most prominent supporters. That's Microsoft founder Bill Gates tweeting in part, halting funding for the WHO during a World Health crisis is as dangerous as it sounds. The world needs them now more than ever. Well, the truth is the group actually needs Gates more than ever. With the U.S. taking a pause, he'll now be their largest active donor. That's right, 1 out of every 10 bucks that the WHO gets is from the world's second wealthiest man. So should we be concerned about how much one man has maybe an outsized influence with an obviously corruptible entity such as the WHO? Joining me now is Cheryl Shumley, who is the Washington Times opinion editor, has been writing up a storm about all this. Cheryl, is all that money from Gates influencing how the WHO operates? Definitely. And thanks for having me, Laura, to talk about this issue that's really fallen under the radar. Bill Gates wields tremendous influence at the World Health Organization, and I'm not the only one saying that. Back in 2017, Politico, which, as you know, is not even considered a far-right or conservative publication, Politico called him the World Health Organization doctor, that he had such influence that when he wanted a policy pushed, that the World Health Organization bureaucrats would oftentimes cave to his wishes. And it's not just funding that we need to be worried about in America. This is an unelected guy who really has no political affiliation with America, and yet he has been given a huge platform to push what I view as anti-American policies based on coronavirus figures. Yeah. And this is something that he's not going to be held accountable to by voters. Well, here's what the Gates Foundation
has given to the World Health Organization and related organizations. Okay, 395 grants totaling $3.6 billion to the WHO. He pledged up to $100 million for the global response to COVID-19. He pledged $279 million to the Institute for Health Metrics and the Evaluation at the University of Washington. That's that IHME model that, of course, initially, wasn't all that accurate in predicting what was going on with this virus. It's more accurate now with all the new data. And he gave $13.5 million in grants to the CDC Foundation. People think the CDC is just a kind of an independent government agency, but they get money from the Gates Foundation. So it seems like Gates has his hand in pretty much everything pandemic-related, Cheryl. Well, here's an interesting tie. So Bill Gates, for the longest of times, wanted to have the World Health Organization declare coronavirus a pandemic. And the World Health Organization did not want to do that. So a day after Bill Gates, through his foundation, announced an infusion of $50 million into something called the Therapeutic Accelerator to help fight coronavirus and find a vaccine. Much of that money to go toward the World Health Organization. One day after that announcement, the World Health Organization Secretary General came out and declared coronavirus a pandemic. Unbelievable. So Cheryl, we'll be on. Yeah, we'll be on this, and thank you for staying on this. And we've really enjoyed your pieces on this. We'll have you back. Parce que si nous voulons vraiment avoir une approche mondiale, il faut que ceux qui auront le vaccin ne se contentent pas de le rendre accessible à ceux qui ont l'argent et l'accès. Nous voulons que tout le monde ait accès au vaccin et nous voulons qu'il puisse être déployé dans les pays les plus vulnérables. C'est ça qui est important pour nous. Et nous voulons qu'il puisse être déployé dans les pays les plus vulnérables. C'est ça qui est important pour nous. Est-ce que ça veut dire que les pays que vous décrivez d'Europe occidentale se sont embourgeoisés en quelque sorte? Surtout, ils sont morts plus que les autres, hein. Beaucoup plus que les autres. Ah, vous regardez la mortalité par Covid dans les pays, c'est l'Europe de l'Ouest qui a le record du monde. Et il n'y a pas une question peut-être de géographie ou de température? Je crois pas, dans je sais pas quoi. C'est spectaculaire, c'est la première fois que sont dans les pays les plus riches qu'on a la plus forte mortalité quand même, hein. Et ça, c'est à cause du traitement? Pour l'instant, c'est surtout à cause de pas de traitement. C'est-à-dire, on est les seuls à pas avoir traité aussi, hein. Donc les autres, ils ont détecté, traité, hein. Donc nous, on a décidé qu'il fallait pas traiter à un bout d'un moment. Si vous voulez, c'est tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre. Mais ce que vous nous dites est quand même très grave. Ça veut dire que vous estimez qu'il y aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui si on leur avait prescrit? Les 15 pays dans lesquels la mortalité est la plus forte, c'est que des pays de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Et nous voulons qu'il puisse être déployé dans les pays les plus vulnérables. C'est ça qui est important pour nous. Il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que c'est pas pareil. Parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux États-Unis, les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et la chloroquine, que vous le recommandiez ou pas. Mais alors, en France, mais attendez, en France, on prescrit pareil. Moi, j'ai les données de la CNAM, c'est-à-dire des médicaments qui sont vendus. On a vendu à partir du moment où c'est fait, ça a été vendu un nombre de traitements absolument considérable en ville, et encore plus à Paris qu'à Marseille. Et encore plus à Paris qu'à Marseille. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les dirigeants, et notamment l'autorité du médicament, ont dit attention, ils ont pris leur distance avec ce traitement, mais que dans les faits, les médecins vous suivent. Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous pouvez pas dire aux médecins de pas soigner les malades. Enfin, c'est contraire au principe même de la médecine. Ça veut dire que vous estimez que en fait, ils continuent à chercher des trucs nouveaux, alors que vous dites, au fond, on a déjà ce qu'il faut? Ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans, on a un capital en médicaments qui sont extraordinaires. Et en plus, si vous voulez, c'est pour ça que
tout ça manque beaucoup de science, en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de TI, t'as la mienne pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Donc, ça veut dire que les modèles changent au fur et à mesure et toutes les données initiales que l'on a sont des idées que j'appelle tunnellaires, c'est-à-dire que vous ne testez qu'une seule hypothèse, et parce que vous n'avez testé qu'une seule hypothèse, vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres hypothèses valides. Le médecin qui avait mené la lutte contre le SARS fait une déclaration en disant « Écoutez, on a nos essais sur une centaine de malades, la chloroquine donne des résultats cliniques, radiologiques satisfaisants, et dans un deuxième temps, on dit réduit la durée du portage viral, et donc on recommande la chloroquine. » Et donc c'était très simple, tout ça était, de mon point de vue, assez simple. Si ça marche, tout le monde aurait intérêt à dire que ça marche. Nous savons que nous ne pourrons vaincre le virus que si nous trouvons un vaccin. Et pour cela, il nous faut de la coordination à l'échelle mondiale. Il y a une cassure dans le monde, c'est-à-dire il y a le monde des pauvres, en particulier des moins riches du Sud, qui ont utilisé la chloroquine et puis ensuite l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme on a fait nous, d'une manière massive, et qui ont d'ailleurs des taux de mortalité très bas. Il y a tout l'Extrême-Orient qui a fait ça. Tout l'Extrême-Orient, la Corée, la Chine. Maintenant, il y a des études prophylaxiques avec la chloroquine qui se mettent en place en Thaïlande, en Inde. L'Inde a mis ça en prophylaxie chez tout le personnel de soins. Donc, c'est des millions et des millions de gens ont été traités avec ça. Si on veut berner ces gens-là, il faut que ce soit gros. Et ça doit avoir quelque chose qui lui donne l'air authentique. J'ai fait un film avec Rock Hudson il y a longtemps. Si vous voulez vendre un mensonge, voyez à ce que la presse le vende pour vous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.